Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre 27e épisode de le podcast Roosevelt. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, le maire de Laval, M. Stéphane Boyer. Monsieur Boyer, bienvenue. Bonjour, un grand plaisir d'être là. Et aussi, évidemment, notre vice-président exécutif chez Roosevelt, Christopher Parent. Merci, Christopher, d'être avec nous. Ça fait plaisir. J'avais hâte au podcast. J'avais vraiment hâte. Alors, élu pour la première fois en 2021, à l'âge de seulement 33 ans, il est ainsi devenu le plus jeune maire de l'histoire de la ville de Laval, après avoir exercé les fonctions de conseiller municipal pendant 8 ans, n'est-ce pas? Oui, exact. Tout un parcours. J'ai tellement de questions à poser. Par où on commence? Moi, je pense qu'il serait intéressant, Stéphane, c'est les gens, ils entendent parler des politiques municipales, etc., mais derrière un élu, il y a un parcours. Tu n'es pas levé un jour, je vais être le maire d'une ville, d'une métropole comme Laval. C'est quoi le parcours professionnel qui t'a amené, de dire, je vais être conseiller municipal à la mi-vingtaine, et par la suite, je prends le pôle d'une ville comme Laval, une méga ville comme Laval. C'est quoi le parcours, le cheminement? Je pense... En tout cas, moi, je suis très curieux de savoir ça. Ben oui, parce qu'en effet, je pensais pas faire de politique plus jeune. C'était pas sur mon radar. Être maire, ça n'a jamais été une ambition. C'est quasiment un accident de parcours. À 8 ans, c'était pas dans... Moi, dans mes études, à Cégep, l'université, ce qui m'intéressait beaucoup, en fait, j'ai toujours aimé voyager et j'ai toujours aimé réfléchir à des solutions, comment améliorer les choses, comment améliorer la qualité de vie. Et pendant mes études, ce qui m'interpellait beaucoup, c'est de travailler en développement international. Parce que quand je voyageais dans des pays en voie de développement, je me disais, il me semble qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à améliorer, que ce soit au niveau du système de santé, d'éducation, sur la façon qu'on construit les villes, sur la propreté, le respect de l'environnement. Donc, c'est surtout ça que je voulais faire durant mes études. Puis j'ai aussi toujours été intéressé par l'entrepreneuriat. Mon père avait une entreprise qui faisait des cadres et des portes commerciales industrielles. Il y avait aussi une deuxième entreprise qui faisait n'importe quoi sur mesure en acier inoxydable, des comptoirs, des cuves, des convoyeurs. Et j'ai toujours aimé cette idée-là aussi de construire une organisation, de développer un produit, une équipe. Donc, plus jeune, là, j'étais un peu mitigé entre ces deux volets-là, l'entrepreneuriat, mais aussi le développement international. Puis au final, c'est quand j'ai terminé mes études, il a commencé à avoir tous les scandales de corruption à Laval avec l'histoire de Gévancourt, comme sur Charbonneau. Puis comme j'étais un Lavallois, j'ai grandi à Laval, ça, c'est venu me chercher. Puis je me suis dit, voyons, ça peut pas être ça qui se passe dans la ville. Et de là, pas mal d'affaires qui se passaient dans la ville. Il y a pas mal d'affaires et c'est de là que j'ai commencé à suivre un petit peu ce qui se passait dans la ville, à m'impliquer, à suivre la politique municipale, puis de fil en aiguille, à me lancer pour la première fois en 2013 comme conseiller municipal. Tu parles de ce qui se passait dans la ville. Y a-tu un moment spécifique que tu as dit, OK, y a-tu comme, tu sais, des fois, il y a un élément déclencheur dans la vie, là, pourquoi que j'ai pris ce parcours-là dans la vie, mais y a-tu un élément, tu as dit, ou un moment que tu as dit, hey, écoute, là. Bien, la première fois que je suis allé au conseil de ville, par curiosité, il y avait un citoyen qui est venu poser une question, puis il demandait au maire à l'époque, c'est quoi la stratégie de la ville pour créer du logement abordable? Puis le maire avait dit, continuez votre question, je m'en vais aux toilettes, puis il est sorti de l'Assemblée. fait que c'était très condescendant de la part du maire. Puis là, moi, c'était la première fois que j'allais au conseil de ville, puis je me disais, voyons, ça se peut pas que ça soit ça qui se passe. Mais c'est sûr aussi que à Laval, pendant comme plus de 20 ans, il n'y a pas vraiment de démocratie. Non, les gens s'intéressaient plus ou moins à ce qui se passait dans la ville. Donc, au fil du temps, je pense qu'il y a un climat malsain qui s'est développé. Mais heureusement, on a passé à autre chose. Après tout ce qui s'est passé, il y a eu un peu un printemps démocratique en 2013 où est-ce qu'il y a eu plein de nouvelles personnes qui se sont impliquées, qui ont commencé sur la politique, des nouveaux partis qui se sont créés. Puis ça l'a aussi amené un grand renouvellement de la ville, de la municipalité, de la vision d'avenir pour Laval. C'est-à-dire qu'avec des nouvelles personnes, du nouveau sang, autant sur le plan politique qu'administratif, il y a eu cette remise en question-là de « OK, ça fait 20-30 ans qu'on suit un chemin. Mais c'est quoi l'avenir? C'est quoi le nouveau chemin qu'on veut tracer? » Et ça l'a mené à, je pense, à un grand renouveau pour Laval. On sent chez toi un engagement qui dépasse le simple gestion municipale, notamment sur les grands enjeux de société au Québec comme l'habitation. Dans ton livre « Des quartiers sans voiture », on voit que cette réflexion
est présente depuis longtemps. Comment cette vision se traduit-il aujourd'hui concrètement dans ton rôle de maire? Oui. J'essaie toujours que ce soit le développement international, l'entrepreneuriat ou la politique, le point commun pour moi en tout ça, c'est de trouver des solutions. Moi, ce qui me fascine, c'est de trouver des solutions à des problèmes de société. Et quand la Ville, il y a quelques années, a commencé la réflexion pour revoir son règlement d'urbanisme, moi, je me suis mis à réfléchir, est-ce qu'il y a une façon qu'on pourrait développer la Ville qui serait différente de ce qu'on a toujours fait dans les dernières décennies? Puis quand on parle de quartier sans voiture, on pense que c'est d'abord et avant tout quelque chose d'environnemental, mais moi, au départ, c'est financier. Okay. C'est-à-dire, je me suis dit, dans le fond, on développe des villes pour qu'il y ait une rue qui connecte chaque bâtiment entre eux. Mais une rue, de nos jours, ça coûte super cher. C'est plusieurs millions de kilomètres à construire. Donc, c'est des sommes colossales. Et là, je me suis dit, dans le fond, dans un quartier, si on peut diminuer le nombre de rues nécessaires, on pourrait sauver des coûts, mais tu sauves aussi du terrain. Le terrain que tu récupères, tu peux soit le développer, mais tu peux aussi faire plus de parcs, plus d'espaces verts. Puis là, plus j'y réfléchissais, plus je me disais, hey, puis un quartier où est-ce qu'il y a moins de rues, c'est aussi moins de risques. Tes enfants, s'ils vont à l'école, t'es plus préoccupé comme parent qu'ils se fassent frapper en marchant à l'école s'il n'y a pas de voiture qui circule dans la rue. Puis plus j'y pensais, plus je me disais, dans le fond, on pourrait faire différemment les quartiers, autant en économisant, en ayant moins d'impact sur l'environnement, en créant plus de liens sociaux, en faisant des quartiers plus sécuritaires. Donc, j'ai décidé d'écrire un livre pour un petit peu me faire les dents sur cette idée-là. Et là, à Laval, on a un premier quartier qui va être presque sans voiture, qui est Carré Laval. La ville avait un terrain de 4 millions de pieds carrés. On l'utilisait comme dépôt à neige. Donc, on faisait juste remplir de la neige sale dessus. Mais c'est un terrain qui vaut à peu près 100 millions, qui est en bordure de l'autoroute 15, qui est à 1 km du métro Montmorency. Donc, c'est hyper stratégique comme terrain. Donc là, on a enlevé le dépôt à neige et on commence cette année la construction d'un tout nouveau quartier où la moitié du terrain va être préservée pour en faire un parc et l'autre moitié, ça va être du résidentiel et du développement économique, donc des espaces à bureaux, des centres de recherche. Et donc, on va mettre les bâtiments le long des boulevards qui existent déjà, mais sur le site, ça va être essentiellement à pied sans voiture. C'est vraiment un projet exemplaire. Là, on va d'un POD, Pedestrian Oriented Development, où les gens peuvent marcher d'un service à l'autre sur le site. Quartier sans voiture, le livre que tu as rédigé, je trouvais super intéressant. Quand tu rentres dans ton rôle de maire, puis tu commences à regarder des projets, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Ouais. Hein? Puis c'est sûr que il y a pratiquement, là, moi je la regarde d'un côté urbanistique, il y a quasiment un conflit entre les générations. Tu sais, je regarde mes enfants aujourd'hui, tu sais, j'ai des ados, puis la voiture, c'est plus si important pour eux. Tu sais, j'en ai un, c'est quand tu vas chercher ton permis de conduire? Bon, pas besoin, Uber, etc. On dirait que la génération plus jeune embarque plus facilement dans ces concepts-là. Parce que peut-être, je ne sais pas, peut-être ils sont plus axés vers la qualité de vie, etc. Mais les baby boomers, etc., quand tu enlèves la voiture, tu enlèves du stationnement, il doit y avoir quand même de la pression là, au niveau politique, là, les citoyens là, disent « Ah, voyons donc, il faut nos stationnements. » Comment tu trouves l'équilibre? Parce que c'est quand même très avant-gardiste. Oui. Là, on commence à avoir des projets qui ont du succès, mais pour garder l'équilibre, parce que tu as quand même deux cultures différentes, là, qu'il y a comme une transition. Je pense que notre grand défi comme société, c'est que souvent, comme citoyen, on chiale. On paye trop cher de taxes, c'est mal géré. Puis on voit les problèmes comme citoyen. Ouais. Mais après ça, souvent, on est réticent au changement. Ouais. Puis je pense que la clé du... Fait que, on peut pas changer le monde. On peut pas chialer contre le monde, mais ne pas vouloir le changer. Et je crois que la clé du succès, c'est de faire vivre des succès puis des exemples qui sont positifs. Et par exemple, avec l'idée de faire un quartier sans voiture, moi aussi, j'en ai un char. Puis je conduis à tous les jours. Puis, on a un scoop! Mais tu sais, l'idée, c'est qu'on ne va pas commencer à arracher l'asphalte des quartiers qui existent. Là. L'idée, c'est pas de dire aux gens, ben là, vous n'avez plus le droit de conduire votre voiture. Ouais. Moi, ce que je veux faire, c'est surtout construire un nouveau quartier avec une nouvelle façon de faire les choses. Ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, c'est pas grave. Ceux que ça l'intéresse, ils emménageront dans le quartier. Ceux que ça n'intéressera pas, tout le reste de la ville va rester telle qu'elle est aujourd'hui. Mais mon espoir, c'est que les gens aient le voir puis soient inspirés. Parce que je pense que quand tu le vis, tu comprends. J'ai eu la chance dans la vie de beaucoup voyager un petit peu partout dans le monde. Puis honnêtement, souvent en Europe, quand tu vas dans des vieilles villes qui ont été construites avant l'arrivée de la voiture,
tu peux pas ne pas aimer l'expérience. Tu te sens bien. Tu te sens bien. À l'inverse, va marcher le long d'une autoroute, tu peux pas dire que c'est une belle qualité de vie. Non, Tu t'as peux pas raison. trouver ça vraiment agréable. Fait que moi, mon espoir, c'est de mettre sur la table des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, mais c'est pas de l'imposer à tout le monde contre leur gré. C'est plus d'y aller par projet pilote ou des projets un peu vitrines, puis de faire vivre aux gens en espérant que les gens embarquent dans le changement. Puis c'est aussi de vulgariser, je crois, pourquoi qu'on fait les choses. Ça aussi, ça l'aide souvent. C'est intéressant. J'ai Absolument. aimé ta citation. Quand tu le vis, tu le comprends. Mm. Des fois, ça prend vraiment l'expérience. C'est souvent l'histoire de banlieusards qui disent « Ah, moi, j'habiterai jamais dans un quartier urbain, j'ai besoin... » Puis là, quand ils vivent, ils s'achètent un appartement ou ils louent un appartement, un milieu urbain, ils disent « Ah, finalement, c'est le fun de pouvoir marcher à mon café, à mon gym, etc. » Exact. Il faut que tu le vives pour te sortir de tes pantoufles confortables. Puis aussi, tu sais, dans le fond, je pense que la voiture, c'est pas tant la voiture pour la voiture, c'est pas tant l'objet, c'est la liberté qu'on aime. C'est la liberté de pouvoir aller où on veut, quand on veut. Donc, je crois que la clé du succès, c'est aussi de trouver une façon de préserver cette flexibilité-là de déplacement. C'est pour ça qu'avec le Carré Laval, pour faire une image simple, c'est que c'est un immense territoire qui est déjà ceinturé de boulevards. Donc, les bâtiments vont être surtout le long des boulevards existants. Les stationnements vont être en souterrain, donc il n'y aura pas de problème pour accéder au site. Alors ça, sur le site, tes enfants vont pouvoir prendre le sentier, aller à l'école à travers le parc, plutôt que de prendre une rue où il y a du trafic, de la circulation. Donc, c'est vraiment de trouver une façon de bien connecter tout ça. Connecter ensemble, ça, c'est vraiment un environnement. Puis encore là, vous ne poussez pas un projet sur des citoyens, c'est un nouveau projet. Puis ceux qui veulent s'adapter seront les nouveaux résidents de ce quartier-là. Ouais. Monsieur le maire, y a-t-il des rencontres, des échanges, des histoires de citoyens qui vous ont particulièrement marqué depuis le début? Plein. Il doit y en avoir quelques-unes. Plein. C'est sûr que un des privilèges qu'on a quand on est élu, c'est qu'on apprend vraiment à découvrir le monde qui nous entoure. Souvent, au quotidien, on vit dans des bulles. C'est-à-dire que quand tu es à l'université, tu es entouré d'amis qui vont à l'université. Quand tu es dans le milieu de la construction, tu es entouré de gens en construction. Et on est souvent entouré de gens qui nous ressemblent. Mais quand tu es en politique, tu n'as pas le choix d'aller à la rencontre de tous tes citoyens. Donc, tu vas rencontrer le milieu sportif, culturel, milieu communautaire, des jeunes, des moins jeunes. Et tu en viens à découvrir toutes les bulles qui existent dans la société. Et le plus beau comme le moins beau. Puis souvent, moi, ce qui m'a marqué, c'est des drames humains. Je me rappelle une dame, quand j'étais conseiller municipal, elle m'avait appelé. Elle avait perdu son logement, c'était le mois de décembre. Puis elle m'avait appelé en pleurant, en disant « Monsieur Boyer, si la magie Noël existe, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'elle se passe pour moi. » Parce qu'elle avait des enfants, puis elle n'avait plus nulle part où se loger. Donc, je l'ai référé à un organisme qui ont travaillé pour trouver un nouveau logement. Donc, souvent, c'est des histoires comme ça qui nous marquent. Mais on le voit, tu parles de cette histoire-là, puis on voit que ça touche à cœur. Je suis certain que tu n'es pas le genre de maire qui prend une pause pour aller à la salle de bain quand un citoyen vient poser une question à la salle. On voit que c'est des enjeux qui tiennent à cœur, plus que tout simplement gérer une ville, puis gérer le déneigement, gérer tout ça. C'est des projets que tu mets de l'avant, des projets quasiment de société que tu mets de l'avant, une vision. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, Stéphane. On suit ta carrière, on suit un petit peu les projets. Puis je me suis juste amusé parce qu'on dirait qu'à chaque semaine, je vois quelque chose de gros qui se passe à Laval. Puis avant le podcast, je me suis amusé un peu à prendre les manchettes que j'ai vues dans les dernières années. Puis j'ai tombé sur une en 2024, puis je me souviens quand la ville avait fait l'annonce, 42 000 nouveaux logements en 10 ans à Laval. Puis ça a fait vraiment parler beaucoup, hein, parce que... Là, on est rendu à 54 000. Vous êtes rendu à... Ben, Wow. Écoute, je m'en allais là. 42 000 nouveaux logements. Un mois plus tard, on annonçait 600 unités. OK? Après, vous avez annoncé que vous allez vous attaquer au défi du logement abordable sur le territoire. Là, on commence à voir, ici, on est en décembre 2025, 101 nouveaux logements abordables à Laval pour les familles. Après, on voit 1013, ça vient juste de sortir, 1013 logements abordables obtiennent le feu vert, le Carré Laval. Le plus gros projet de logement abordable au Québec. Plus gros projet. Après,
on voit cet article-là qui vient de sortir. 20 millions pour débloquer 1800 logements au métro Quartier à Laval. Et puis finalement, juste pour finir avec les manchettes, j'aurais pu en imprimer plus, on voit Laval devient 3e plus grande zone de construction en Amérique du Nord avec 33 grues de chantier. Moi, quand je regarde ça, là, puis la question que je poserais, c'est tu as mis une vision. Tu as installé une vision, mais tu as réussi à la faire concrétiser. Souvent, les gens arrivent avec des idées, puis on le voit beaucoup en politique, des promesses, etc., puis ça ne se concrétise pas. Comment avoir réalisé la vision? Comment avoir convaincu ton administration, les gens, d'allier un consensus pour livrer la marchandise? Puis la marchandise a été livrée, là. Bonne question. Beaucoup de choses. Premièrement, je pense qu'il faut de la constance. La chose la plus importante que j'ai dû travailler en devenant élu, c'est ma patience. Moi, j'aime ça quand ça bouge puis quand les choses arrivent, mais un gouvernement, c'est un gros bateau qui bouge pas vite. Donc, il faut quand même que tu aies une certaine constance puis une certaine rigueur le temps que le bateau change de direction, change de cap. Par contre, l'avantage d'un gros bateau, c'est qu'une fois qu'il est sur une aire d'aller, il est vraiment dur à arrêter. Puis là, je pense que Laval, c'est un petit peu ça qui s'est passé dans les années. On faisait virer le bateau. Puis là, il prend son aire d'aller, puis il est en chemin, puis ça va être dur à arrêter parce que la culture au sein de la ville s'est transformée. Une des choses, je pense, qui est importante aussi, c'est de bien s'entourer. J'ai beau être le maire, j'ai pas une baguette magique. Transformer la ville dépend pas juste de ma volonté, dépend de la volonté des élus au conseil de ville, dépend de la volonté des fonctionnaires, dépend de la volonté des entrepreneurs qui construisent la ville, dépend de la volonté des citoyens qui la font vivre puis qui l'habitent. Et il faut qu'on travaille tous ensemble si on veut arriver à quelque chose. Donc, tu sais, moi, une des premières choses que j'ai faites en devenant maire en 2021, j'ai fait beaucoup de changements au niveau de la direction générale de la ville. Pour être sûr, moi, je vais travailler avec les bonnes personnes au niveau de la haute direction de l'administration, avec des objectifs clairs, d'avoir justement une culture qui va être orientée vers l'efficience puis vers la réalisation des projets. Puis aussi d'avoir une vision d'essayer de travailler en collaboration aussi avec les promoteurs qui développent la ville. Et cette culture-là, ben, on la travaille puis on la construit au fil du temps. Et à un moment donné, ben, c'est ça qui devient, je crois, la force. Puis souvent dans la vie, je trouve des fois c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Tu sais, des fois, quand ça va mal, ça entraîne un autre problème, puis un autre problème, puis un autre problème, tu t'en sors plus. Mais c'est comment est-ce que tu changes la roue de bord pour que ça devienne un cercle vertueux? Parce que le succès en amène d'autres. Et je pense que c'est un petit peu ça. C'est si on réussit au niveau de la ville d'être meilleur nous-mêmes pour faire nos propres projets municipaux, qu'on réussit à délivrer les permis plus rapidement, ça fait vivre des expériences positives à des gens qui décident de tout risquer puis d'investir à Laval. Puis si eux ont une expérience positive, ben ça leur donne envie de réinvestir dans un deuxième projet. Et c'est là que tu crées une roue où, au final, le succès amène le succès. Donc, je crois que Laval est dans on vit dans un contexte économique mondial qui est difficile, mais malgré tout, on continue d'avancer. Puis tu mentionnais là, tous les projets. On a doublé les mises en chantier à Laval. Il se faisait 2000 logements par année en moyenne avant. L'année dernière, on en a fait 4600. Puis cette année, ça fait à peine quelques mois que l'année a commencé, puis on a déjà autant de permis d'émis que ça. Donc, on s'attend à égaler le record encore une fois. Si on parle un peu de l'identité de Laval, selon vous, qu'est-ce qui rend Laval profondément unique? Bonne question. Souvent, l'image qu'on a, c'est l'autoroute, le Cosmodome, les centres d'achat. Je pense que Laval est unique dans le sens que c'est une ville qui a toujours incarné un peu l'avenir, puis a toujours incarné comme un projet à compléter. C'est-à-dire que même dans les années 60, au tout début, Laval, c'est la nouvelle ville, plus jeune, plus dynamique. Puis Laval, à l'époque, a sauté dans la mode de l'époque, c'est-à-dire faire des grands quartiers de maisons unifamiliales. Mais Laval, 60 ans plus tard, incarne encore cette terre d'opportunités où tout est à construire, où il y a encore beaucoup de possibilités, où est-ce qu'on est capable de faire les choses différemment. En ce moment, entre le carrefour Laval et le métro Montmorency, c'est le secteur qu'on appelle le centre-ville. Hein. Il y a un zonage qui permet 15 à 25 étages. Mais on veut le faire différemment de ce qui s'est fait à Montréal, à Toronto, à New York, à Boston, partout ailleurs.
On a intégré des normes, par exemple, de verdissement, que tous les projets ont au moins 25 d'espace vert. Donc, on regarde ce qui s'est fait ailleurs dans notre ville. Puis chez nous, il n'est pas trop tard pour amener, apprendre des erreurs du passé pour faire des projets qui sont plus au goût du jour. Puis je pense que Laval a ça d'unique. Sinon, l'autre élément aussi, c'est qu'on est une île. Le tiers de l'île est agricole. L'autre tiers, c'est les maisons unifamiliales, des quartiers tranquilles, paisibles pour les familles. Puis l'autre tiers, c'est le grand chemin d'île, centre-ville, qui se densifie, qui est très multiculturel, qui est en plein développement, en pleine transformation. Donc, on est une ville aussi qui incarne tous les... On est comme un microcosme du Québec. On a un peu toutes les réalités sur une seule île. Sur une seule île, puis il faut trouver un équilibre dans tout ça, entre le nouveau puis l'existant sur le territoire. Je veux juste revenir à quelque chose que tu as mentionné, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que des fois, on parle de différents sujets ici, puis on fait souvent le parallèle entre différentes industries. Tu as parlé de culture d'entreprise, que c'était vraiment une des clés de changer la culture d'entreprise, puis tu as mis les bonnes personnes sur les bonnes chaises pour assurer d'élaborer la vision que tu avais, puis avoir une bonne culture. C'est quelque chose que, Mike, tu dis souvent aussi, là, la clé du succès de l'entreprise, c'est vraiment d'avoir une culture forte à établir. C'est extrêmement important. C'est une famille. Il faut travailler comme une famille, il faut travailler ensemble. Il ne faut pas avoir de silo à l'interne. Puis je pense que c'est une des raisons principales du succès de Rosefellow. C'est que c'est vraiment une synergie qui fonctionne bien. Et c'est pas avoir toujours les meilleurs dans chaque département, mais ceux qui prennent ça à cœur, c'est ça qui est le plus important. Bien, moi, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué à la Ville de Laval, puis on en parlait avant le début. Puis ça revient à un podcast. Tu sais, le podcast qu'on avait fait, on parlait des enjeux municipaux, on parlait d'enjeux au Québec, différents sujets. Puis j'avais dit, bon, à la Ville de Laval, c'est tellement plaisant de travailler parce que on sent cette culture-là qui a été établie. C'est pas que la ville va magiquement, comme développeur, promoteur, dire oui, on accepte tout. Pas du tout. Loin de là, il y a une attente de qualité, tout ça, mais il y a comme un dynamisme. Une volonté. Une volonté. Puis je pense qu'il faut que tu aies une vision aussi claire d'où tu veux aller. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a développé dans les dernières années, d'avoir une ville. On s'est doté d'une vision stratégique qui dit urbaine de nature. Donc, on veut une ville qui est urbaine, qui est dynamique, mais qui est aussi, qui va protéger ses milieux naturels, qui va protéger ses terres agricoles. Moi, je répète souvent dans des événements, on va être agressif à protéger ce qu'on veut protéger. Terres agricoles, on veut garder agricole. Les boisés dans les quartiers, on essaie de toutes les racheter graduellement pour les protéger. On a passé de 3% à 18% du territoire qui est aujourd'hui protégé. Mais de l'autre côté, ce qu'on veut développer, on va être agressif à les développer. Donc, on essaie de... même chose, c'est le niveau culturel. Pour moi, une ville, c'est pas juste du béton. Il faut aussi qu'on ait du plaisir dans une ville, qu'on se divertisse, qu'on vive des émotions, des rêves. On a en ce moment le plus gros chantier culturel au Québec, c'est à Laval qui se construit. Donc, je pense d'avoir une vision claire pour la suivre. Puis quand on parle de culture, puis je vois un peu chez Rosefellow, ça paraît quand on visite vos bureaux, c'est... Tu veux des gens compétents, tu veux des gens qui travaillent fort, tu veux des gens qui vont être efficaces, mais tu veux aussi avoir du plaisir. Ouais. Moi, dans mon équipe, autant que ce soit au cabinet du maire, que ce soit du côté de l'administration publique, je suis exigeant vis-à-vis les équipes de ce qu'on demande. T'sais, on veut atteindre des standards élevés, mais on n'est pas dans l'armée non plus, puis on peut avoir du plaisir à travers tout ça. Puis quand tu as du plaisir à travailler, ça paraît. Nous, au cabinet du maire, il n'y a personne qui compte ses heures, il n'y a personne qui a espoir de partir à 4 heures le soir. Nos liens, on est des collègues de travail, mais on a du plaisir ensemble, fait qu'on on est passionné. Puis quand quelqu'un est passionné, puis quand quelqu'un aime ce qu'il fait, ben je trouve que c'est là que tu avances le plus. Ça paraît tellement, parce que quand on travaille, qu'on travaille chez vous, que ce soit au développement économique, à l'urbanisme, au service du génie, il y a cette approche-là. Tu sens que les gens sont fiers de leur ville, il y a un dynamisme, il y a une belle approche. Puis, nous, on le répète souvent aux jeunes dans l'entreprise ici. Les gens, fondamentalement, les humains, là, on aime travailler avec des gens que c'est plaisant. Au bout de la ligne, là, c'est le côté humain. C'est-tu sympathique? C'est-tu plaisant? On ne va pas toujours s'entendre sur tout, mais on peut quand même avoir un bon dialogue, avoir des échanges positifs, constructifs, puis tu finis la journée ou la rencontre, tu es comme « Hey, ça a été plaisant ». Puis c'est ce que je trouve, quand on parle de culture, de pouvoir amener ça. Puis quelque chose qu'on a remarqué beaucoup, pour réaliser tout ce qui a été réalisé, c'est aussi ton sens de l'optimisme positif
y a une bonne énergie, tu sais, puis ça Ouais. se répand. C'est rare tu sais, on parlait de ça, qu'on t'a entendu. Souvent, tu entends des politiciens qui disent « Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Tu sais, le provincial a mal fait ça. » Toi, t'amènes toujours la vision. Tu sais, on va réussir, Ben, on aime ça de Puis l'avant. même quand c'est difficile, même quand il y a des crises, c'est une opportunité pour changer les choses. Exactement. Tu sais, moi, je préfère plus voir c'est quoi les avantages qu'on peut en retirer, c'est quoi les opportunités à saisir. Je donne un exemple concret. Le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral n'ont plus d'argent. Mais on aimerait le prolongement en ligne orange à Laval parce que Laval se développe rapidement puis de plus en plus dense. Il faut des alternatives de transport en commun. Donc, on s'est dit, d'accord, Québec a plus d'argent, ben comment est-ce qu'on peut s'assurer de faire des projets qui sont plus efficients, plus efficaces, qui coûtent moins cher? On s'est assis avec les promoteurs des terrains où pourraient avoir lieu les futures stations, puis on a dit, est-ce que vous seriez prête à donner votre terrain ou à intégrer les futures stations de métro à votre projet si on prolonge la ligne orange? Ils ont tous accepté. Puis ça a l'air de rien, mais c'est pas comme ça qu'on faisait des projets au Québec. Au Québec, on mettait des gens dans un bureau, puis ils dessinaient les plans, puis là, un jour, on disait, ben voici où seront les stations, puis on expropriait tout le monde. Prolonger la ligne bleue, ça coûtait 1 milliard en expropriation. Incroyable. 1 milliard en taxes et impôts, là, c'est Incroyable. notre argent qu'on a Incroyable. payé. Alors qu'à Laval, juste en prenant le temps de s'asseoir avec les propriétaires des terrains, tout le monde a embarqué, tout le monde voit le bénéfice mutuel qu'on a à prolonger le métro à Laval, puis on peut économiser 1 milliard. C'est incroyable, ça prend du leadership pour ça. Félicitations là-dessus. Comment gardez-vous l'équilibre entre ambition, développement et respect des milieux, des milieux de vie? C'est beaucoup, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une vision de où tu veux aller, puis après ça, de mettre la pédale dans le tapis pour l'atteindre. Donc, on a à la fois une vision pour ce qu'on veut développer. Donc, à Laval, le consensus qu'on a créé avec les citoyens au fil des consultations publiques, c'est un peu de dire, le boisé qui est derrière chez vous, on va essayer de le racheter pour le protéger. La terre agricole qui nous fournit de la nourriture, qui fournit des bénéfices aussi écosystémiques, on va la garder. Mais on doit continuer de développer l'île, la population grandit, puis Laval ne sera pas plus grande en superficie. Donc, il faut trouver un endroit pour mettre les nouvelles familles qui vont vouloir s'établir chez nous. Il faut trouver un endroit où est-ce que vos enfants vont vouloir habiter. Et pour nous, ce qui fait du sens, c'est de le mettre près des stations de métro, le long des boulevards commerciaux, puis dans le redéveloppement des centres d'achat, qui souvent occupent des très grandes superficies et qui peuvent continuer d'exister, mais faire le stationnement souterrain puis construire l'habitation par-dessus. Donc, le consensus social qu'on a développé, c'est un peu ça. On va essayer de protéger le plus possible la nature, protéger le plus possible les zones agricoles, mais par contre, les quartiers industriels qui créent de l'emploi, les centres d'achat qui peuvent se redévelopper, les terrains au pourtour de transport en commun structurants financés par nos impôts, bien ça, on va maximiser le développement. Puis on va essayer d'enlever les embûches au développement. Et on réussit comme ça à travailler à la fois sur deux fronts. Puis ça démontre bien comment est-ce que l'économie et l'environnement, c'est pas forcément deux choses opposées. Ça peut cohabiter. Absolument. Ça, c'est un gros défi au Québec. Hein? C'est vraiment de démontrer qu'il y a une cohabitation possible entre le développement économique, la préservation de l'environnement, puis même la bonification au niveau de l'environnement. C'est une belle approche. Puis on le voit, de développer un équilibre comme ça. Puis je pense que ça rassure les gens. Ça rassure les gens parce que je suis certain que plusieurs citoyens, Laval, les gens que je connais qui habitent à Laval, bien, notre cofondateur ici, il vient de Laval, puis il ne déménagera jamais de Laval. Moi je viens de l'ouest de l'île de Montréal. Je parle de l'ouest. C'est Laval. Puis je remarque ça. On va t'avoir à l'usure. Oui, tu vas finir par traverser le pont. Oui. Mais je constate ça des gens de Laval. Il y a comme un sentiment d'appartenance. Fait que quand tu as des gens qui habitent là depuis 30 ans, puis ils voient du changement, il faut que tu démontres, j'imagine, l'équilibre. C'est un peu ce que tu expliques, l'équilibre entre un peu ce que les nouvelles générations veulent avoir une diversité, mais garder la qualité de vie que les gens ont toujours bénéficié à Laval. Là. Oui, puis tu me fais penser, une des choses importantes, c'est aussi la fierté. Tu sais, qu'on travaille pour une entreprise ou une organisation, tu sais, d'être fier. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait mon cégep à l'Université à Montréal, puis il y avait souvent une petite blague du fait que je venais de Laval. Mais un de mes souhaits que j'ai pour Laval, justement, c'est qu'on en soit fier.
Et ça, je pense que... Bon, là, la question après ça, c'est comment tu crées de la fierté. Je pense que comme communauté, à l'échelle d'une ville, le moyen que j'ai trouvé, c'est des fois de faire des choses qui sont audacieuses, qui sont ambitieux, puis de vivre ensemble des succès. Et ça, je crois que ça vient créer de la fierté. C'est un grand travail quand même, changer une ville au complet, ça se fait pas du jour au lendemain. Changer une organisation comme la municipalité de Laval avec 4700 employés, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis il n'y a jamais rien de parfait. Quand tu prends des décisions, il y a tout le temps, tu ne pourras pas plaire à 100% des gens. Fait que c'est sûr que chaque décision que tu prends, il y a une petite proportion des gens qui seront insatisfaits ou qui ne comprendront pas la décision. Mais cela étant dit, je pense que dans le bigger scheme of things, c'est ça. Il faut que tu aies une vision qui est claire. Il faut que tu embarques ton monde dans cette vision-là. Il faut que les gens aient une place pour y contribuer. Puis après ça, il faut partager ces succès-là collectifs. Et c'est comme ça que tu crées aussi de la fierté chez tout le monde. Oui, ça, c'est la clé, je pense. C'est ce que vous avez réussi, là. Puis Stéphane, quand vous prenez une grande décision, qu'est-ce qui vous aide à garder les gens au cœur de cette réflexion? Moi, honnêtement, plus ça va peut-être sonner cliché, mais ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de trouver des solutions, c'est de régler des problèmes. Donc, c'est sûr que quand on prend des décisions en politique, on essaie toujours de aider un plus grand nombre de personnes possible, de prendre la meilleure décision. Et il y a rarement une décision qui est parfaite. Souvent, tu as 2, 3, 4 options. Elles ont tous des avantages et des désavantages. Tu essaies de prendre la meilleure avec l'information que tu as, avec la compréhension de la situation que tu as. Donc, on essaie toujours d'œuvrer pour le bien commun. Après ça, un grand défi qu'on a, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que ça, c'est le bien commun. Pourquoi est-ce que cette option-là bénéficie à un maximum de gens. Un bon exemple, c'est le passage de la collecte des déchets qui était à chaque semaine, là, qui va être aux 2 semaines. Souvent, le premier réflexe des gens, c'est de dire, ben là, pourquoi vous nous coupez des services? Ouais. C'est ça qu'ils voient. Mais... C'est la réaction que j'ai eue dans ma municipalité, d'ailleurs, quand ils l'ont... Exact. Puis c'est normal, mais après ça, c'est de prendre le temps de vulgariser. Tu sais, il n'y a pas d'élus qui se lèvent le matin, en tout cas, c'est pas mon cas à moi. Je me lève pas en me disant comment je peux faire chier mes citoyens. mais quand tu visites un dépotoir, puis tu te rends compte qu'on empile des immenses montagnes de déchets qui vont rester là pendant 100 ans, 200 ans, 500 ans. Ils disparaissent pas, là. Les sacs de plastique, 2000 ans, une affaire de fou. Ouais, on les empile en périphérie des villes. Fait qu'une fois que tu as visité ça, là, à Terrebonne, là, c'est là que vont tous les déchets de Laval. Puis, excusez, Jean Terrebonne. Désolé, les gens de Terrebonne, mais quand tu vois ça, tu te dis, OK, ça n'a pas de bon sens. Il faut trouver une façon de travailler qui est différente. Ouais. On sait qu'à peu près les 3/4 de tout ce qu'on met aux poubelles peut être recyclé ou composté. Donc, une des façons éprouvées à travers le monde d'encourager le compost et le recyclage, c'est de passer les vidanges un peu moins souvent. Ça encourage les gens à utiliser davantage de bacs bruns puis de bacs bleus. Et donc, on essaie toujours, ultimement, de prendre la meilleure décision pour le bien collectif. Après ça, souvent, notre grand défi, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que tu penses que c'est la meilleure décision. Et ça, dans une société, Laval, c'est 460 000 personnes, tu n'as pas l'opportunité de parler à tes 460 000 citoyens. Ça, c'est le grand défi. Donc, la démocratie reste toujours quelque chose d'imparfait, avec des décisions qui ne sont pas ni blanches ni noires, qui vont toujours avoir des avantages, des désavantages, qui vont rester difficiles à expliquer. Aujourd'hui, quand on passe à travers notre feed Facebook ou Instagram, ça ne tente pas de se taper une vidéo de 20 minutes. Non, mais tu veux quelque chose de rapide, tu passes rapidement à la prochaine page, au prochain article. Mais pourtant, quand toi, tu prends une décision, des fois, tu y réfléchis pendant des jours. C'est vrai. Ouais. Mais honnêtement, expliquer, comme tu viens de l'expliquer, pour les déchets, il y a une sensibilisation. Tu comprends mieux l'enjeu, puis vous voyez les enjeux quand tu dis d'aller voir un dépotoir, puis les futures générations qui vont avoir ça, tu comprends mieux qu'il y a un changement à faire, puis de l'expliquer aux citoyens pour qu'ils le comprennent. Des fois, c'est pas facile, mais expliquer comme ça, c'est logique. Puis peut-être que la solution, c'est d'avoir des élus qui ne veulent pas forcément être élus, dans le sens que... non, mais tu sais, je pense que souvent, il y a un piège dans lequel les élus tombent, c'est de la vision à court terme. Tu ne veux pas perdre tes élections qui s'en viennent, donc tu essaies de plaire aux gens. Donc, tu ne veux pas prendre de décisions qui déplaisent. Mais je crois qu'ultimement, ce qu'on doit faire, c'est les bonnes décisions pour le long terme. Ultimement, je pense que c'est gagnant. Si, au fil du temps, tu prends toujours des décisions qui sont probablement les meilleures sur le long terme, je pense que les gens vont... Un jour,
ta ville, ton pays va être bien géré, tout va bien fonctionner. Je suis allé à Singapour il y a 2 ans, je trouvais ça fascinant. Il y a une très grande stabilité politique. Il y en a qui disent un peu trop grande. Mais ça reste que tu vas dans ce pays-là, tout est propre, tout est sécuritaire. Les tours à bureaux, ils ont des forêts intégrées. Ils réutilisent l'eau en circuit fermé. Donc, toute l'eau de pluie, ils la récupèrent, ils la refiltrent, la réutilisent à l'intérieur même de la ville. C'est super bien pensé. Tout fonctionne bien. Mais ça fonctionne bien parce que tu as eu quand même une vision forte qu'ils ont implantée pendant 20 ans, 30 ans. Puis il y a eu de la constance dans le temps pour aller jusqu'au bout des idées. Juste cette idée-là de dire on va récupérer l'eau de pluie plutôt que de la perdre. Imaginez là, changer les tuyaux de toute une ville pour que tout soit interconnecté. Ils ont commencé le chantier au début des années 2000. Puis là, ils commencent à avoir un réseau qui fonctionne totalement intégré. Fait qu'il fallait qu'ils se disent, OK, dans 25 ans, on veut être tout. Mais ça, souvent, malheureusement, en politique, c'est pas tout le monde. Souvent, ils veulent plaire dans l'immédiat. On pense un peu moins à long terme, mais... Est-ce que Laval, c'est le futur Singapour du Québec? Je sais pas. C'est bien parti. Mais c'est bien penser à 10 ans, 15 ans ou 20 ans dans l'avenir. Quand vous pensez à la prochaine génération, quel genre de ville souhaitez-vous leur laisser? Le leg. J'aimerais ça que Laval soit une ville qui est dynamique, où est-ce que tout le monde peut avoir des opportunités. Je crois que comme humains, on veut tous s'épanouir, on va être heureux, on va avoir un emploi qui nous interpelle. Donc, je veux une ville qui est dynamique, qui offre des opportunités à nos jeunes. Je veux une ville qui va être sécuritaire, où est-ce qu'on va pouvoir vieillir, se sentir en sécurité, aller prendre une marche dehors et se sentir bien. Une ville aussi qui va être verte. Je pense que, ultimement, les humains, on a vécu des centaines de milliers d'années dans la forêt. C'est ça. C'est quand même assez récent qu'on vit dans des grandes villes, mais la nature, quand on va en camping l'été ou en chalet, il y a tout le temps un petit moment où est-ce qu'on reconnecte puis on se dit, on est sur le bord d'un lac. mais tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait une ville, que Laval soit vraiment une ville où la présence et l'accessibilité à la nature est là. Dans les années, on a beaucoup travaillé à racheter des terrains, des boisés qui existaient pour venir les protéger. Là, la prochaine étape, c'est d'y donner accès. Donc, les désenclaver, mettre des sentiers, des bancs, des toilettes, donc qu'on puisse aussi profiter de la nature qui existe sur le territoire. Les gens peuvent se ressourcer, finalement. Là, ils sont dans les endroits urbains, mais ils ont des endroits pour se ressourcer, se retrouver avec la nature. Ouais. Ça revient vraiment à ce que tu mentionnais, de trouver l'équilibre. Moi, j'ai une question... on parle beaucoup de Laval, évidemment, puis de politique municipale, mais quand tu regardes pour l'avenir là, de Laval, mais je te dirais aussi du Québec, parce que tu es un leader au niveau politique au Québec, hein? Une personnalité qui met de la vision, qui accomplit des choses. Si on parle du Québec, ce serait quoi les enjeux pour l'avenir du Québec, pour assurer... la vision que tu as faite à Laval, là, si tu avais les grands objectifs pour Québec, ça serait quoi? Je pense que ce dont le Québec a besoin, c'est d'une simplification radicale. Donc, tu sais, je regarde en ce moment le gouvernement du Québec est devant des finances publiques qui sont déficitaires. Ils n'ont plus d'argent. Il y a un trou de 10 milliards par année avec des hôpitaux qui fonctionnent pas bien, qui tombent en ruine, avec des écoles qui ont besoin d'être rénovées, avec des routes qui ont besoin d'être rénovées. Fait que devant ça, c'est quoi tes options? Tu peux augmenter les taxes et les impôts, il n'y a pas personne qui veut ça. Tu peux couper des services, je pense pas qu'on veut ça non plus. Donc, tu dois trouver une façon... Le troisième chemin, c'est d'être plus efficace. Et je crois que le problème, c'est qu'au fil du temps, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, on rajoute souvent une procédure ou une loi ou un règlement pour éviter que ça ne se reproduise plus. Puis les villes, on est coupable, nous aussi. Là, dans nos appels d'offres, à chaque fois qu'on vit une mauvaise expérience avec un fournisseur, on rajoute une couple d'articles dans l'appel d'offres suivant. Mais là, on se retrouve avec des cahiers qui font 500 pages. Très lourd, c'est ça. Très, très lourd. Ouais. Puis je pense qu'on est peut-être dû au Québec pour prendre un pas de recul puis vraiment venir simplifier comment on travaille. Le système de la santé est tellement complexe, c'est rendu un mammouth ingérable. Les impôts, pensons-y, là, les impôts. Au Canada, on est 40... J'essaie de ne pas y passer. Moi aussi, je comprends là-dessus. Mais tu sais, on est 40 millions de citoyens et d'entreprises qui payons des comptables. Ça fait quoi un comptable? Ça nous traduit essentiellement les formulaires du gouvernement pour nous dire « Voici ce que le gouvernement veut de toi ». Mais peut-être que c'était plus simple, tout ça.
la vie serait plus facile pour tout le monde, puis ça coûterait moins cher à tout le monde. Donc, que ce soit en santé, en éducation, que ce soit dans les impôts personnels des gens, que ce soit dans le marché de la construction, c'est bon d'avoir des normes, c'est bon d'avoir des lois, mais je pense que ça doit être les bonnes, il faut que ce soit bien ciblé, il faut que ce soit stratégique. Après ça, on devrait se libérer puis alléger de beaucoup les façons de faire. Puis ça faciliterait la vie à tout le monde. Puis si la vie est plus facile, les gens sont plus heureux, mais les choses vont plus vite. Tu payes moins cher d'inflation. Tu as besoin de moins de fonctionnaires, fait que ça te coûte moins cher en taxes et en impôts. Donc, il y a vraiment, je pense, un gros gain à simplifier les choses. C'est comme un excellent discours de premier ministre. Et moi, je vois très oui tout de suite. Là. Non, mais je pose la question parce que nous, dans le monde du développement immobilier, on fait affaire avec des investisseurs. On voit le capital qui rentre, des fois qui sort de la province. Puis, c'est sûr qu'on voit certaines tendances des fois, vers des investisseurs qui veulent mettre de l'argent ailleurs, dans d'autres provinces, ou qui voient exactement la lourdeur administrative que tu viens de mentionner. Puis, mais on a tellement de potentiel. On a des villes extraordinaires, on a des ressources extraordinaires. Puis, je pense que tu as vraiment mis le doigt dessus. Hein? C'est la bureaucratie, c'est de simplifier les choses. Puis, avoir aussi de l'optimisme. Et depuis le début là, de notre entretien, j'entends vision, qualité de vie, des projets porteurs. Puis, il y a une énergie. Quand tu parles, il y a une énergie qui se dégage. Fait que c'est ça qu'il faut, moi, je pense. C'est vraiment ce genre de leadership-là. Puis ça se fait. Tu as réussi avec la ville de Laval à instaurer ça. Donc, ça peut se traduire aussi pour une province puis avoir cette énergie-là de changement puis de développement qui peut s'instaurer. Oui, puis je pense que c'est quand, justement, qu'il y a des enjeux, des défis collectifs qu'il faut se retrousser les manches puis se dire, OK, c'est comment est-ce qu'on remet l'horloge à zéro puis qu'on repart sur de nouvelles bases? J'en parlais un peu plus tôt. Quand il y a une crise, il y a une opportunité de changer. Parce que quand il y a une crise, c'est là que les gens sont réceptifs au changement. Mm-hmm. Et je pense qu'on devrait saisir la crise actuelle qu'on vit au niveau de l'économie, au niveau des finances publiques pour se remettre en question. Ouais, c'est un peu ce qu'on a fait à l'interne. 2025 est une année un peu plus lente au développement immobilier et la location industrielle. Mais on avait une opportunité de prendre ce temps pour modifier chaque aspect de notre business, que ce soit les bails, que ce soit la manière qu'on visite les espaces, que ce soit la manière qu'on présente un projet. Tu prends ce temps-là, ces temps difficiles, pour créer une meilleure solution, une meilleure future. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir quand vous regardez l'avenir de Laval? Ce qu'on a construit dans les dernières années, puis quand je parle de construire, je parle pas tant de bâtiments, mais la culture. À la ville de Laval, il y a eu vraiment une transformation depuis quelques années. Je suis super fier de nos équipes, de nos employés, de nos élus, de voir comment ça fonctionne aujourd'hui. Puis je pense que d'avoir cette culture-là, c'est une fondation qui est solide pour la suite des choses. Quand on vit des expériences positives, ça nous encourage à poursuivre dans ce chemin-là aussi. Puis on le vit. Un succès apporte un autre succès, c'est ce que tu as mentionné tout à l'heure. Exact. Puis on le vit. On a le choix de développer partout. Mais quand on regarde une opportunité, on se fait présenter une opportunité à Laval, on veut le faire. Ouais. Pas seulement parce que c'est un beau terrain dans un très bon emplacement, mais c'est à cause de la manière que la ville fonctionne. Les gens de la ville sont réceptifs, puis ils sont ouverts à regarder un projet ensemble. Parce qu'on va jamais pousser un projet vers une ville. On va s'asseoir ensemble et dire, c'est comment qu'on fait un win-win pour que ça soit intéressant pour la ville, mais aussi pour un locataire futur qui veulent aménager à Laval. Puis, humainement, c'est plaisant. Absolument. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens aiment ça, travailler avec des gens qui c'est plaisant. Donc, ça ne veut pas dire que tout va se réaliser. Non, mais puis il y a une question de fit aussi. En même temps, si vous proposez des beaux projets, puis c'est souvent ce que Rosefellow fait, vous proposez des bâtiments qui sont innovants sur le plan énergétique, qui vont être beaux esthétiquement. Ça correspond à la vision de la ville. Donc, c'est sûr que quand tu travailles avec des gens qui partagent une vision commune, c'est beaucoup plus facile. Ouais, absolument. Ouais, effectivement. Moi, j'ai quelque chose. On arrive à la fin, puis quand j'ai regardé un petit peu ton parcours, puis j'ai fait un peu de recherche, il y a une citation que tu as faite, puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu as dit
je ne veux pas mourir puis me sentir que j'ai servi à rien. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je me dis, wow, c'est quand même profond, là. Ouais. Quand tu regardes, là, bon, tu étais très jeune quand tu es allé quand même en Afrique du Sud. Je pense que tu as fait un parcours au Mexique. Ta carrière politique, t'es-tu bien parti pour arriver et puis dire j'ai servi la société, j'ai bien réussi, puis quand tu vas regarder cette phrase-là ou cette citation-là, tu vas dire non, moi j'ai servi à quelque chose, je suis fier de ce que j'ai fait. Moi, j'avais déjà entendu « Vis tes rêves, rêve pas ta vie ». Et ça m'a toujours marqué. Dans ma vie, quand il y a eu des opportunités, je les ai saisies. Et j'ai toujours essayé de faire quelque chose de bien avec le temps que j'avais, avec l'énergie que j'avais. Je me suis toujours dit, le jour où on va me dire que j'ai le cancer puis qu'il me reste juste quelques semaines, je veux pas sentir que j'ai perdu mon temps. Je veux pouvoir me dire, ben au moins, le temps que j'aurai eu sur la Terre, je vais en avoir profité pleinement. Pour moi, ça a toujours été un gros moteur de motivation. Je pense que ce ne sera jamais assez, dans le sens que cette soif-là de dire que j'ai aidé, que j'ai contribué à quelque chose, elle est un peu infinie. Ouais. Mais au moins, je me dis, je sais qu'on a tous, nos heures sont tous comptées, mais moi, quand mon horloge va arriver à la fin, je me dis, ben au moins, je ne veux pas avoir de regrets que j'en aurais pas pleinement profité puis que je n'aurais pas contribué positivement. J'ai toujours aimé lire sur l'histoire, sur même la science, sur l'espace. Je trouve que ça me donne la perspective sur nos vies. Fait que c'est mon struggle à moi, mais j'ai ce besoin-là de sentir que je crée des choses, que je contribue, puis que je vais avoir un impact. J'adore ce que vous dites parce que c'est une question que je me suis fait poser récemment à un panel à l'université de, je pense que c'était McGill. Et ils m'ont posé la question en disant, c'est qui les personnes dans ta vie auxquelles tu dois faire, tu dois être fier ou who you have to make proud of. Et la réponse pour moi était, c'est pas ta femme, c'est pas ta blonde, c'est pas tes enfants. Il y a 2 personnes. C'est toi quand tu avais 5 ans et c'est toi quand tu as 85 ans. Alors toi, quand tu avais 5 ans, tu étais rêveur. Est-ce qu'aujourd'hui, comme personne, tu continues à vivre ton rêve, à faire ce que tu veux comme rêveur? Et puis, et toi, quand tu as 85 ans, c'est d'être pas en mesure de te dire, mais j'ai pas fait ce que je voulais faire, j'ai des regrets. Et c'est la manière que moi, je vis ma vie, en disant, je continue à pousser la manière que je vois les choses, ce qu'on veut faire comme équipe dans l'immobilier, dans notre vie. Puis aussi, on n'a pas de regrets. Les projets que les gens vont dire, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi faire ce genre de projet-là? Pourquoi le faire dans ce secteur-là? Pourquoi développer d'une certaine manière si les chiffres ne fonctionnent pas? C'est parce qu'il faut faire les choses différemment. Et cet esprit, on l'a dans... Tout le monde a ça chez Rosefellow. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai, c'est une belle approche d'avoir ça. Puis ça prend du courage. Puis je pense qu'en politique, ça en prend d'autant plus parce que tu as beaucoup de critiques autour de toi. Tout à l'heure, tu as mentionné des fois, il faut prendre des décisions qui ne sont pas populaires. Y en a-tu une que tu as faite que tu savais Ben écoute, je pense que c'est inévitable quand tu es en politique que tu vas recevoir des critiques. Donc ça fait partie en fait de la réalité. Après ça, tu sais, moi, au jour le jour, même si la politique, c'est difficile. Tu sais, c'est difficile parce que tu te fais critiquer, parce que ta réputation est toujours sur la table, là. Des fois, il suffit d'une erreur dans ton parcours, puis tu passes au cash, comme on dit. Un conseil de ville, c'est pas agréable, là. C'est 6 heures de temps à te faire questionner, marteler par l'opposition, tout ça. Puis des fois, tu as des frustrations aussi comme individu de ne pas être capable d'en faire autant que tu aimerais, de ne pas être capable de changer autant les choses ou aussi vite que tu aimerais. Mais il faut être capable quand même, malgré les décisions plus difficiles, malgré les erreurs, le parcours que tu peux faire. Moi, je me dis le soir, je me couche tranquille sur mes 2 oreilles parce que je suis convaincu que ce que je fais pour les bonnes raisons. Puis quand je vis un échec ou un dossier qui est plus difficile, ben, je préfère le voir comme un apprentissage, justement, plutôt qu'un échec. Absolument. C'est pas parce que tu n'as pas atteint la cible que tu voulais atteindre que tu n'as pas rien appris en l'essayant. Et c'est comme ça en affaires, c'est comme ça en politique, c'est comme ça, je pense qu'on devrait tous le voir au quotidien. Ouais. Stéphane, y a-t-il un aspect du rôle qui vous a surpris ou même transformé sur le plan personnel? Ben, j'ai beaucoup...
je dois beaucoup travailler ma patience. Je comprends, absolument. C'est ça, souvent, les choses sont longues à mettre en place. Et aussi, choisir ses batailles. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent... Il y a beaucoup d'idées qu'on peut avoir au quotidien. Puis ça, je l'ai peut-être vu. Moi, à chaque jour, j'ai des idées, mais mes citoyens m'en proposent aussi à chaque jour. Mes fonctionnaires m'en proposent à chaque jour. Mais on ne peut pas courir tous les lapins en même temps. Donc, il faut réussir aussi à être stratégique. Ça, je pense, c'est quelque chose avec le temps que j'ai réussi à développer, cibler les bonnes initiatives, ceux qui vont t'amener plus loin que les autres. Ouais. Puis moi, une des choses qui m'a surprise, je me suis jamais considéré quelqu'un de créatif. Pour moi, quelqu'un de créatif, c'est un artiste, c'est un peintre, c'est un musicien. Et je me rappelle, il y a 2 ans, j'ai rassemblé tous mes employés au cabinet d'humeur, on a fait un test psychométrique, tout le monde, pour qu'on se comprenne mieux. T'es un jaune? Ben, tu vois, justement, c'est ça qui est ressorti très fort dans mon test, que j'étais un grand créatif. Puis ça m'a surpris sur le coup, mais aujourd'hui, je comprends, parce que c'est vrai que ce que je fais au quotidien, c'est trouver des solutions. J'adore trouver des solutions. C'est les couleurs, la personnalité jaune. Oui, c'est un test de couleurs, exact. Oui. Ah, c'est le fun, ça. Puis, si tu avais un conseil, là, parce que tu l'as dit, c'est pas facile, la politique. T'sais, on l'a vu dans l'actualité, là, des maires qui ont démissionné dans la tourmente, même des batailles dans des conseils de ville, etc. Pour un jeune, là, parce que c'est important que la génération, la nouvelle génération plus jeune, elle ait sa voix puis puisse représenter cette partie de la population-là. Toi, tu l'as vécu, tu avais 24, 25 ans, je pense, quand tu t'es présenté conseiller. Tu aurais un conseil à donner à un jeune qui veut partir en politique, ça serait quoi? Je pense que j'en aurais 3. Premièrement, oser. Dans la vie, tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour que tu te lances. Oser. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez vous lancer en affaires, en politique, peu importe, si vous voulez demander une fille à sortir, osez. C'est pas grave, ça ne fonctionnera pas à chaque fois, mais il faut oser parce que sinon, il n'y aura rien qui va se passer. Deuxièmement, il faut se comprendre, puis s'écouter, puis faire les choses pour les bonnes raisons. Si tu veux te lancer en affaires pour être le boss, c'est peut-être la mauvaise raison. Si tu veux te lancer en politique pour être vu, puis pour être connu, c'est probablement une mauvaise raison. Il faut que tu t'engages, que tu t'investisses dans des projets parce que le quotidien va te motiver. Quand tu te lances en affaires, des fois, tu penses que tu vas faire faillite, puis tu ne sais plus comment tu payes l'épicerie, puis tu as plein de problèmes de personnel à gérer. C'est dur au quotidien, là. Donc, ta motivation, il ne faut pas que ce soit que tu sois le boss. Il faut que tu aimes quand même ce que le quotidien, le mode de vie t'amène. Même chose en politique. Et là, j'avais dit une troisième chose. La troisième, je l'ai échappé. Mais, tu sais, je pense... Ça prend le courage aussi, j'imagine. Le courage, faire les choses par conviction. Puis je pense être authentique. Moi, une des choses que j'ai appris en politique, c'est que des fois, comme élu, gagner ton poste, il faut que les gens y votent pour toi. Puis pour le garder après, il faut aussi qu'ils votent pour toi. C'est facile de tomber dans le panneau, de tout le temps dire oui à tout le monde. Mais il y a une chose qui est importante pour moi puis que j'ai réalisé, c'est donne-leur juste. C'est bien plus payant. Moi, les citoyens, des fois, quand c'est pas réaliste, quand c'est pas une priorité, quand on n'a pas l'argent, je dis non. J'explique, par contre, pourquoi je peux pas le faire. Et ça, je crois que c'est un gage de confiance à long terme. Plutôt, je dis que c'est important de faire les choses pour le long terme, pas pour le court terme, mais ça, c'est important. Un des moments particulièrement difficile que j'ai vécu comme maire, c'est après l'inondation d'Ébi, où est-ce qu'à Laval, il y a eu 15 000 familles inondées. Ce soir-là, il y a environ, au conseil des villes suivant, il y a eu environ une centaine de familles qui sont venues au micro de l'hôtel de ville parler comment est-ce qu'ils avaient tout perdu. Comment est-ce que les souvenirs se sont envolés, qu'ils perdaient 50 000 $. C'est très émotif. Les gens, parfois, pleuraient au micro. Et beaucoup de gens souhaitaient que la ville les rembourse. Mais j'ai dû ça aurait été facile comme élu de juste dire « Oui, on va regarder ça » ou « On va vous revenir » ou esquiver la question ou faire croire que la ville allait aider. Mais pour moi, la réponse était non, on ne peut pas aider. Pourquoi? Parce que les entreprises privées d'assurance qui existent pour jouer leur rôle, ils doivent jouer leur rôle. Ça ne pouvait pas être oui parce qu'elle aurait créé un précédent. C'est toujours le gouvernement du Québec qui vient en aide en temps de catastrophe naturelle. Ouais. Dire oui aurait créé un précédent pour toutes les autres catastrophes, mais surtout, moi, ce que je disais aux citoyens, j'ai dit, tu sais, si j'ai 100 millions, là, est-ce que j'envoie un chèque à tout le monde, puis que l'année prochaine, il y a une autre inondation, puis que tout le monde se refait inonder, ou je l'investis
pour transformer les réseaux d'égouts puis transformer la façon qu'on gère l'eau à Laval pour prévenir dans le futur les inondations. Je pense que c'est bien mieux de prévenir les inondations. Donc, ce soir-là, j'ai dit non à une centaine de familles qui étaient en pleurs au micro, qui avaient perdu gros. Mais c'était la vraie réponse à donner. C'était la bonne réponse à donner à long terme pour la ville. Fait que pour moi, ça a toujours été important de donner l'heure juste. Puis je crois que les gens, ça, au final, ils le reconnaissent. Parce que si tu es capable de dire non, quand tu dis oui, les gens savent que c'est un vrai oui. C'est tellement un bon point, ça. C'est être authentique là, dans n'importe quelle sphère d'activité, en politique, en affaires, là, d'être honnête, authentique, transparent, là, c'est la clé. Mais ça n'a pas dû être facile ce soir-là. Je peux juste imaginer. Moi, je me souviens sur les rues de Laval, puisqu'on avait notre projet sur la 440, puis j'avais passé un quartier résidentiel, puis c'était toute une rue avec des montagnes de meubles, mais pas une maison, c'était tout. Puis où est-ce que j'habite, moi aussi, c'était pareil. Tout le monde a été frappé dans l'ouest de l'île. Là. C'est des rues à pu finir, tu sais, de montagnes. C'est vraiment un désastre, là. Je me suis fait poser une question aujourd'hui. Ils m'ont dit, pour toi, c'est quoi la définition de discipline? Puis ma réponse c'était le pouvoir de dire non. Parce que c'est facile de dire oui. Comme vous l'avez dit, oui, on va regarder ça, oui, on va vous revenir. Mais c'est de dire non qui est la réponse la plus difficile. Non à des courtiers qui nous présentent des terrains. Non à un investisseur qui veut investir, mais on n'a pas la même vision. Je suis d'accord avec toi. C'est pas facile, mais l'honnêteté, c'est la meilleure solution. Stéphane, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné? Es-tu un mentor? J'ai envie de dire, je suis beaucoup un autodidacte. Dans le sens, moi, il n'y a personne dans ma famille qui suit la politique ou qui a fait de la politique. J'ai beaucoup appris un peu par moi-même par essai-erreur. Ta famille t'appelle-tu Monsieur le maire quand Non. tu arrives au party de Noël? Non, mais peut-être... bon, c'est peut-être pas un conseil, mais je pense qu'il y a une opportunité que j'ai eue dans la vie, c'est d'avoir des parents qui m'ont pas arrêté, qui m'ont laissé faire mes expériences. Et je crois beaucoup justement à ce que les gens puissent essayer par eux-mêmes les choses puis en tirer des leçons. Donc, de ne pas présumer de quel est le bon choix à prendre pour quelqu'un, mais de laisser la personne faire ses choix puis faire ses expériences. Ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, de pouvoir faire mon chemin à mon rythme, à ma façon. Puis apprendre les leçons sur le parcours. Ouais. Parcours de la vie. Monsieur le maire, on voudrait vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'est très apprécié. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Moi, j'aurais continué pendant 1 heure. C'est super intéressant. Là, vraiment, là, un gros remerciement d'être venu. Et où peut-on vous trouver si on souhaite en savoir plus sur la ville de Laval, sur les projets de Laval? Y a-t-il un lien? Y a-t-il un site web? Évidemment, nos réseaux sociaux, que ce soit la municipalité, que ce soit mes pages à titre de maire, on essaie de publier beaucoup sur les projets qui s'en viennent, sur qu'est-ce qui change dans la ville. Sur le site de la ville, le site web, vous allez aussi trouver différents liens, dépendamment de vos besoins. Que vous soyez citoyen, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un agriculteur, il y a beaucoup d'informations qui sont en ligne. Donc ça, je pense que c'est peut-être la porte numéro 1. Et sinon, vos conseils municipaux sont aussi souvent un point de repère important. Très, très apprécié. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur le maire. Christopher, merci. C'est extraordinaire. Puis j'espère qu'on peut avoir d'autres élus sur notre podcast parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est bien de mettre de l'avant les sacrifices, le travail que les élus municipaux font, les élus à tous les paliers de gouvernement, dans une lumière positive. Puis de voir qu'il y a des gens en arrière, des actions qui sont faites. Donc, moi, j'aimerais bien avoir aussi d'autres élus. On a tous un rôle à jouer dans la société. Après ça, il faut juste se parler pour se coordonner. Absolument, absolument. C'est très plaisant. Merci beaucoup. Alors, à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci.